Super, au top. Alors, bonjour, hello tout le monde, hello Mélanie, ravie de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Ouais. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, du coup, dans ces webinars, donc c'est déjà le 7e, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on fait, webinar pour le Social Hack Club. Alors, le Social Hack Club, du coup, c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. On organise donc des webinars comme celui-là, mais aussi des masterclass à côté. Comme celle avec Inès Sivignon, mais j'en reparlerai peut-être la prochaine fois. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir en fait d'inviter Mélanie Bigot, qui est top LinkedIn Voices 2020, quand même, je le précise pour ceux qui auraient loupé l'info. Et on va parler en fait d'un sujet qui est assez finalement classique, mais qui peut faire un petit peu peur par son appellation en anglais, qui est l'inbound marketing. Voilà, en gros, pour dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous préviens, donc ça va être en 3 parties, enfin 4. La première, déjà, Mélanie va se présenter. Ensuite, on va parler donc un peu plus précisément de l'inbound marketing, vraiment, comment ça fonctionne, etc., qu'est-ce qu'il faut faire. Après, on va passer à une partie genre vraiment plus Mélanie, comment elle s'y a prise, elle, quels sont ses petits conseils perso sur LinkedIn pour faire des posts qui marchent, etc. Et en dernière partie, on va faire des petits cas pratiques. Donc là, il faudra être hyper réactif. Et Mélanie va pouvoir regarder en fait et donner des conseils sur des posts que certains ont fait. Donc là, je ferai appel à vous, aux volontaires, pour balancer leurs liens vers leurs posts pour qu'on regarde tout ça. Voilà. Alors, je vais commencer du coup, Mélanie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer un peu ton parcours? Oui, je m'appelle Mélanie. Oui. Je suis correctrice et écrivain. Et avant, j'étais rédactrice web, mais maintenant, j'ai arrêté. Je me suis concentrée vraiment sur la correction. Ça fait un peu plus d'1 an. J'ai commencé en octobre 2019. Et c'est à peu près à cette date que je me suis lancée sur LinkedIn, justement. Et je n'ai pas commencé à publier tout de suite, mais dans les semaines qui ont suivi. Et du coup, mes posts ont fini par avoir quand même beaucoup d'engouement, surtout mes posts sur l'orthographe. Et c'est comme ça que j'ai obtenu pas mal de visibilité sur LinkedIn. Ok, et du coup, comment t'es venue l'idée de commencer finalement sur LinkedIn? Pourquoi tu t'es lancée? C'est grâce à Inès, qui est dans les commentaires, dans les messages. Ouais. En fait, justement, on était en master ensemble toutes les deux. Et pendant son stage, Inès avait eu une formation sur LinkedIn et elle m'en avait parlé. Elle s'est lancée en freelance et je me suis lancée en freelance pas très longtemps après elle sur ses conseils. Et du coup, en fait, elle m'a conseillé d'aller sur LinkedIn. Moi, je ne voulais pas du tout parce que de base, j'aime pas les réseaux sociaux. Je suis assez anti-technologie. J'ai pas de téléphone portable. Ah oui. J'en ai un, mais c'est vraiment, il est là. Fais voir. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu ça depuis une éternité. Donc, du coup, non, j'ai pas de smartphone, donc j'aime pas trop la technologie, mais je me suis quand même lancée sur LinkedIn en suivant Inès. Au début, en fait, j'ajoutais juste des gens un peu au hasard, je regardais des posts, je postais rien du tout. Et à force de voir que des gens publiaient, faisaient des posts, ça m'a inspirée. Je voyais surtout les posts de Alexandra Martel, qui est spécialiste en rédaction persuasive. Ok. Et j'adorais ses posts, en fait. Elle racontait un peu sa vie, mais il y avait toujours, en fait, un message derrière par rapport à la rédaction persuasive, justement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je ne sais plus sur quoi était mon premier post. Ça devait être sur le télétravail ou quelque chose comme ça. Bon, ça n'a pas spécialement marché, mais après, j'ai persévéré jusqu'à faire des posts sur l'orthographe. Et là, ça a vraiment décollé. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire tes chiffres un peu aujourd'hui, qu'on se rende compte, pour ceux qui ne te connaissent pas Ouais, alors là, je crois qu'aujourd'hui, je vais atteindre les 80 000 abonnés. J'étais pas très loin, à quelques dizaines près. Ah la Mais vache. ouais, non, mais j'arrive toujours pas à y croire. À chaque fois, ça me fait vraiment trop bizarre quand je vois tout ça. Mes posts font en moyenne entre 30 et 80 000 vues. Enfin, ça dépend des posts. Bon, des fois, j'en ai qui font plus, des fois, j'en ai qui font moins. Ça dépend vraiment du sujet, si ça intéresse les gens. Là, j'ai fait quelques posts qui n'étaient pas vraiment sur l'orthographe ces derniers temps, donc les gens ont un petit peu moins aimé. Donc maintenant, je repars sur l'orthographe. J'ai quand même beaucoup, beaucoup d'engagement. Il n'y a pas que les vues. Généralement, j'ai, je sais pas, entre 200 et 400 commentaires, quelque chose comme ça. Enfin, encore une fois, ça peut varier. Ah, mais c'est énorme quand même. Il y a Alexandre Maé qui dit que les 80 000 sont atteints. Je pense qu'elle est allée voir sur ton profil et les 10 qui manquaient sont passés. Trop cool. Et du coup, ça fait quoi, petite question, d'être LinkedIn Top Voices 2020?
Ben, ça fait bizarre. Comme je t'avais dit, justement, je m'y attendais pas trop. On m'avait envoyé un mail pour me prévenir, mais enfin, j'y croyais pas. Je me disais, au début, j'ai même cru que c'était en fait un canular. Je me suis dit, je connais pas du tout ce truc-là. Et ouais, non, ça fait vraiment bizarre en fait de se retrouver dedans. Enfin, je me dis, moi, j'ai commencé vraiment il y a qu'un an sur LinkedIn. Je postais vraiment sans rien attendre. J'attendais pas du tout de réaction. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'engagement en fait sur ce réseau social. Et à chaque fois, quand je vois tous les commentaires, tous les messages, enfin, le fait qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à ce que je publie et surtout qui s'intéressent à l'orthographe, qui est pas un sujet très, très sexy à la base, ça me fait vraiment bizarre. Et je suis contente parce que je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent justement que je leur ai donné le goût de l'orthographe, qu'ils ont envie de progresser grâce à mes posts, qu'ils apprennent des choses. Donc ça fait toujours super plaisir à chaque fois. Enfin, je suis toujours contente. Ouais, et comme je te disais, juste avant qu'on lance le webinar, moi, ce que je trouve assez dingue, tu vois, c'est que tu es aux côtés, en fait, de Anne Hidalgo, des ministres de l'économie, de gens qui ont lancé des boîtes comme Monsieur Leclerc, là, ou d'autres qui détiennent des associations qui sont, en fait, qui sont des pointures en France et qui sont connues dans le monde, aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ouf quand même que grâce à LinkedIn, tu aies réussi finalement à te hisser au même niveau qu'eux, quoi. Top. On va passer à la partie 2, soit l'inbound marketing. J'en profite en fait pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser là directement dans le chat, ou même il y a une petite partie questions spécialisée pour. Je vais regarder un maximum possible et je vais essayer de les poser quand il y en aura. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, n'hésitez pas. Alors, du coup, l'inbound marketing, Mélanie, est-ce que tu peux essayer de nous aider en fait à comprendre qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, alors c'est en fait en français la stratégie de création de contenu. Et ça s'oppose à l'outbound marketing, qui est plutôt le marketing un peu traditionnel, justement la publicité qui va être intrusive, non sollicitée, toutes les pubs en fait qu'on voit à la télé, dans la rue, et aussi le démarchage par message, par téléphone, vraiment les gens qui viennent à nous. Alors que l'inbound, on va plutôt justement miser sur la création de contenu. On va créer des posts, des articles, des vidéos, sans les envoyer aux gens. On va juste les poster sur un réseau social et les gens vont regarder, pas regarder si ça les intéresse. Et en fait, ça va attirer des personnes beaucoup plus qualifiées qui ont vraiment besoin de nos services, qui s'intéressent vraiment à ce qu'on publie. Et ça permet en fait d'avoir des prospects plus qualifiés que l'outbound marketing qui vise un peu tout le monde en fait. C'est vraiment, on essaye de viser large, on prend ce qui passe. La première personne qui dit oui, on la prend, quoi. Ok, donc si je résume un peu ce que tu viens de dire, finalement, genre l'outbound marketing, donc en opposition à l'inbound, c'est vraiment l'idée d'aller chercher le client, donc le démarcher, lui envoyer des messages, faire de la prospection, etc. Et à l'inverse, l'inbound marketing, c'est de créer du contenu, donc comme tu fais par exemple tes posts sur l'autographe, de telle sorte à ce qu'en fait, tu te rendes visible et du coup, les clients te voient et qu'en fait, ils viennent naturellement vers toi, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire alors pourquoi ça marche en fait? Enfin, qu'est-ce qui, tu vois, pourquoi les gens ils viennent vers toi effectivement? Justement, en fait, je publie pas au hasard en fait mes posts sur l'orthographe. Il y a vraiment une ligne éditoriale derrière. Et en fait, le but de ces posts, c'est de montrer que je maîtrise l'orthographe et que je suis correctrice et que je peux proposer des services en rapport avec l'orthographe aux gens. Donc, faut pas publier pour publier, c'est pas ça l'inbound. Il faut vraiment publier quelque chose qui montre ce qu'on sait faire, qui montre nos compétences professionnelles et qui va donner après envie aux gens de collaborer avec nous. En fait, c'est un peu une preuve. C'est la preuve qu'on maîtrise vraiment notre domaine. Par exemple, je sais pas, en rédaction web, on va pouvoir faire des posts vraiment sur comment on rédige un article, comment un article va marcher justement pour attirer des prospects. On va parler de l'inbound marketing justement parce que la rédaction web, c'est de l'inbound marketing. Et du coup, ça va donner envie en fait aux personnes qui vont tomber sur ces postes de travailler avec nous. C'est des personnes qui ont vraiment besoin de ce qu'on propose et qui sont pas, on les sollicite pas comme ça au hasard dans la rue sans qu'ils aient pensé à nous. Ouais, donc tu veux dire finalement c'est parce que en fait tu te hisses au rang d'expert vraiment et que tu arrives à montrer ton expertise que les gens vont s'intéresser à ce que tu fais et en fait c'est presque
que, en fait, t'attends pas que les gens te demandent de quoi tu es capable et tu leur montres directement, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et est-ce que tu peux nous dire, je sais pas si tu peux les divulguer, mais est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Enfin, tu vois, en volume, toi, ça représente quoi, en fait? T'as combien de gens qui t'appellent tous les mois? Bah, en fait, j'ai pas vraiment compté, mais je pense que 95% peut-être de mes clients viennent de LinkedIn. Donc hier, j'ai vérifié depuis octobre, non pas depuis octobre, depuis janvier. Depuis janvier 2020, j'ai eu 77 clients différents, donc en rédaction et en correction. Et là, actuellement, j'ai 12 clients réguliers, plus des clients ponctuels et des clients habitués aussi qui viennent, qui repartent pour de la correction. Et quasiment tous, en fait, m'ont trouvé sur LinkedIn, ils ont vu mes posts et ça les a intéressés. Ou des fois aussi, c'est par rapport à mon blog, parce que j'ai un blog professionnel. Et des fois, ils tombent sur mes articles, ça les intéresse et ils m'envoient un message justement pour que j'écrive, soit pour que j'écrive un article. Maintenant, je le fais plus, mais pour que je corrige des choses pour eux. Donc vraiment, c'était des gens qui m'ont trouvé. Moi, je suis pas du tout allée les chercher. J'ai jamais prospecté. Comme je disais dans mon post justement lundi, j'ai prospecté une seule fois parce qu'on m'avait dit de le faire. Ça n'a pas du tout marché. Moi, je crois qu'on m'avait même pas répondu. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas envoyer des messages alors que les gens ne m'attendent pas. Donc je me suis dit je vais poster et puis je vais voir si ça attire les gens. Et effectivement, ça a bien marché. Mais du coup, tu viens de répondre un petit peu à la question que je vais te poser là, mais pourquoi préférer l'inbound à l'outbound? Pourquoi tu as choisi la création de contenu en fait finalement plutôt que le démarchage? Je pense que c'est une question de personnalité. Enfin, j'avais fait un post il y a un peu plus longtemps justement sur vraiment la différence entre inbound et outbound, où je parlais un peu de mon expérience. Et en commentaire, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais c'est bien de mixer un peu les deux, de faire de la création de contenu, mais aussi d'envoyer des messages aux gens. Donc, je comprends qu'il y en ait qui ont envie de faire ça, mais moi, c'est vrai que c'est pas du tout ma personnalité en fait de me vendre, d'aller comme ça. Enfin, d'aller voir les gens et de dire bonjour, je suis correctrice, si vous avez besoin, je suis là. Enfin, non, c'est pas, ça me ressemble pas. Je préfère vraiment. Je sais pas, en fait, c'est l'idée de déranger les gens. Donc, je préfère que non, ce soit eux qui viennent, qui me disent j'ai besoin de votre service. Et là, je suis tout oui pour travailler avec eux. Mais voilà, c'est vraiment une question de personnalité. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Quand j'ai appris que ça existait, je me suis dit, allez, je fonce. Ouais, non, mais je comprends. Puis il y en a plein, à mon avis, qui se retrouvent aussi dans cette question-là. Donc, forcément, non, c'est une bonne idée, quoi. Il y a Romain qui demande combien de temps cette stratégie te prend par semaine? Ça me prend beaucoup de temps, un peu moins maintenant parce que je poste moins qu'avant. Avant, je faisais 3 posts par semaine et maintenant, je suis descendue à 2 parce que 3, c'était quand même pas tenable. Mais globalement, le temps, parce que je réponds à tous les messages privés, je réponds à tous les commentaires, on me marque aussi souvent sur des posts, des fois pour montrer des fautes ou des choses comme ça. Je dirais que ça me prend entre 2 et 3 heures par jour. J'y vais pas le week-end. Et des fois, ça va être un peu plus aussi. Le lundi, généralement, ça me prend 4 heures à peu près de répondre à tout ce qui s'est fait pendant le week-end. Et donc, le temps de faire aussi les posts. Un post, ça ne met pas très longtemps à écrire parce que généralement, c'est une règle d'orthographe. Il faut juste que je trouve un peu la phrase d'accroche, des petites blagues à mettre dedans. Mais je sais pas, je dois mettre à peu près 20 à 30 minutes pour écrire un post. C'est hyper rapide quand même. Ouais, vois à peu près, c'est à peu près 20-30 minutes. Mais j'essaie de l'écrire en avance. Oui, ok, d'accord. C'est pour ça peut-être que. Non, mais du coup, c'est toute la communauté en fait à gérer qui te prend énormément de temps. Finalement, c'est 2-3 heures, c'est long. Et en même temps, si du coup, tu n'as pas de démarchage de clients à faire, je pense que quand tu démarches des clients, tu passes le même temps que si tu faisais ça, quoi, si tu faisais de la création de contenu. Donc, ça me semble pas, surprenant. Ouais. Et alors, du coup, une fois qu'on a compris, ok, l'inbound marketing, donc c'est l'idée de vraiment d'amener les clients à soi, de créer du contenu, etc. Donc, il y a plein de manières de le faire sur les blogs comme tu fais, ou alors sur d'autres réseaux. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à LinkedIn. Donc, comment tu le mets concrètement en place sur LinkedIn, cette stratégie? Du coup, c'est mes posts. Moi, c'est de la création de contenu. Donc, sur LinkedIn, c'est par là que ça passe. De toute façon, je pense pas qu'on puisse faire autrement l'inbound marketing. Après, c'est bien d'avoir un profil bien optimisé, comme on avait vu dans les webinaires avec Inès et avec Sébastien. C'est vraiment quelque chose de bien optimisé, qui montre qui on est, qui raconte une histoire avec le storytelling.
Mais là, vraiment, pour la création de contenu, la stratégie, il faut... Enfin, ouais, c'est poster des posts. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir une ligne éditoriale, de ne pas faire des posts qui s'éparpillent dans tous les sens. Un coup, on parle d'un sujet, puis après, on parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Enfin, c'est bien d'être quand même cohérent. Donc, au début, moi, je faisais vraiment 50-50 orthographe et puis aussi entrepreneuriat, freelancing en général, des petits conseils. Et maintenant, je suis vraiment à 95% en orthographe. Et de temps en temps, quand j'ai quelque chose à dire, je fais un post quand même pour parler un peu de freelancing en général. Mais c'est vraiment important d'être cohérent parce qu'après, les gens sont perdus, ils ne savent pas trop en fait, pourquoi est-ce qu'ils nous suivent. Ils ont commencé à nous suivre pour quelque chose, mais si on ne leur donne pas cette chose, au bout d'un moment, ils vont finir par partir. Et on ne va pas attirer à nous des personnes qui peuvent être intéressées par nos services. Donc, c'est important. Et c'est important aussi de montrer vraiment à travers cette stratégie ce qu'on peut faire. Parce que je sais que j'ai des fois des personnes qui me contactent en disant oui, je veux faire comme vous, je veux faire des posts qui marchent pour attirer des clients. Et qui, par exemple, me disent du coup, je vais faire des posts où je parle de proverbes français ou quelque chose comme ça, alors qu'ils sont développeurs web. Et dit oui, mais c'est pas pertinent. Il faut faire vraiment quelque chose qui montre notre expertise, montre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de vendre, et pourquoi est-ce que la personne devrait travailler avec nous. Enfin, pourquoi les personnes qui vont tomber sur le poste devraient travailler avec nous. Ouais. J'avais vu quelques questions passer, parce que je pense que c'est le moment de les demander, du coup. Je crois que tu n'as peut-être pas assez décrit, en fait, ce que tu as fait avant, et pourquoi, du coup, tu as choisi l'orthographe. Parce que j'étais correctrice. En fait, quand je me suis lancée, j'étais à la fois rédactrice et à la fois correctrice. Mais depuis le début, mon objectif, c'était vraiment de me diriger vers la correction parce que j'aime pas trop écrire des articles pour les gens. Enfin, j'aime bien écrire pour mon blog, mais pas trop pour les autres. Et je voulais vraiment la correction. Mais en fait, depuis toujours, on me disait non, mais la correction, c'est un milieu bouché, il n'y a pas de clients, ça marche pas. Et en fait, si, ça marche très très bien parce que maintenant, j'en vis complètement. J'ai que des clients en correction. Et je me suis dit, il faut que je montre aux gens ce que je suis capable de faire, que je connais quand même bien les règles de français, que je suis pas une correctrice low cost, vraiment que je connais bien. Et j'avais fait un premier post qui avait plutôt bien marché. Mais c'était avant vraiment mon gros buzz que j'avais fait, qui avait vraiment fait décoller ma carrière de LinkedIn, on va dire. Mais j'avais fait un post, c'était sur la différence entre disposer et stipuler, parce que tout le monde utilise le verbe stipuler, genre la loi stipule, alors que ça ne se dit pas, il faut dire la loi dispose. Et j'avais fait un post là-dessus et les gens étaient étonnés, genre on ne savait pas. Et je m'étais dit, ça peut être une bonne méthode, justement, expliquer des petites fautes que les gens font d'habitude. Et généralement, j'en trouve énormément dans les mémoires et les romans que je corrige. Donc, je les note à chaque fois en me disant, ça pourrait être un bon sujet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et du coup, je suis en train de me demander aussi, tu parlais de ligne éditoriale tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais définir un peu plus qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? C'est le fait de, je ne saurais pas trop comment le décrire en fait, vraiment de publier avec cohérence, justement d'avoir un fil conducteur et justement de ne pas s'éparpiller. Moi, ma ligne éditoriale, c'est vraiment l'orthographe, mais il y a aussi l'apparence de mes posts. Mes posts se ressemblent tous, ils ont tous une phrase d'accroche, généralement entre guillemets, qui va mettre la faute à l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, c'était sur les porcs-épics, justement, donc c'est une citation qui parle des porcs-épics et qui est mal orthographiée. Et après, je débunk en fait la faute et j'explique comment est-ce qu'il faut l'écrire. Et à la fin, je pose toujours une question pour que les gens aient envie de commenter, pour les encourager à commenter. Et vraiment, tous mes posts se présentent exactement de la même façon. Donc, c'est important, je pense. Enfin, c'est un peu comme quand on va, je sais pas, sur YouTube, par exemple, qu'on va sur la chaîne d'un YouTuber assez connu et on regarde les miniatures, elles vont toutes se ressembler, elles sont faites d'une certaine manière. Ce qui fait que quand on va la voir, on va se dire c'est tel youtubeur. En fait, la ligne éditoriale, c'est ça rentre aussi un peu dans le personal branding, c'est la façon de se faire, la façon d'être reconnu par les gens et qu'ils savent que c'est nous. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Et je suis en train de me dire, en fait, tu vois, je pense que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que pour nous ou pour toi, c'était peut-être simple en fait de créer du contenu sur LinkedIn et de choisir ton sujet parce que toi, c'est l'orthographe et du coup, forcément, tu fais des posts. Enfin, ça colle quand même vachement bien, on va se le dire. Mais admettons, justement, je suis développeur web.
Tu vois, comment je fais pour créer du contenu? Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, quelles sont les possibilités qui se présentent à moi, quoi? Bah, je pense qu'il faut trouver un peu ce qui fait notre spécificité dans ce cas-là, vraiment notre valeur ajoutée, ce qui fait qu'on n'est pas un développeur comme les autres. Par exemple, j'ai une amie sur LinkedIn qui est développeuse web et elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est développement éthique, des sites internet éco-responsables. D'ailleurs, si vous avez besoin de ces services, ça s'appelle Rachel Pelin, donc je vous invite à la suivre sur LinkedIn. Et en fait, elle fait des posts généralement qui vont parler justement de comment. En fait, elle donne des conseils, comment faire en sorte que son site soit plus allégé pour que ça consomme moins. Enfin, ouais, vraiment ce genre de choses. En fait, elle a vraiment axé sa ligne éditoriale sur le côté éco-responsable et éthique. Donc, en fait, je pense que c'est important de trouver vraiment notre valeur ajoutée parce que c'est vrai que des développeurs web, des correcteurs, des rédacteurs, il y en a plein. Et il faut vraiment qu'on arrive à sortir en fait du lot, à montrer pourquoi est-ce que les gens devraient travailler avec moi et pas avec le correcteur d'à côté. Donc là, après, c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut vraiment arriver à réfléchir vraiment et à trouver un angle intéressant. C'est pas facile parce que moi, ça m'a pris plusieurs mois avant de vraiment trouver un angle. Et puis même la ligne éditoriale que j'ai aujourd'hui, elle s'est construite vraiment avec le temps. Ok, super. Bah, du coup, je pense qu'on va arriver à la partie 3, qui est un peu plus sur toi, justement, comment tu as fait pour te construire, etc. Et puis tes petits conseils, tips LinkedIn. Donc, d'ailleurs, là, j'ai vu tous ceux qui ont posé des questions sur la fréquence de poste, l'engagement, tout ça. Là, on va y arriver. Donc, restez accrochés. C'est le moment. On va répondre aux petites questions techniques. J'en profite aussi pour dire, n'hésitez pas à suivre Mélanie, en fait, pour ceux qui ne le font pas encore sur LinkedIn, parce que tous les posts qu'elle font, c'est super, c'est une super bonne source d'inspiration si vous essayez de faire des choses similaires. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, moi ou le Social Hack Club, si les webinaires vous plaisent, parce qu'on poste régulièrement en fait, des updates sur les prochains. Donc voilà, moi j'accepte tout le monde, je pense que Mélanie aussi, donc c'est cool. Du coup, voilà, tu as un peu répondu à ça tout à l'heure, mais comment tu as fait vraiment pour en arriver en fait à ce format auquel tu es là aujourd'hui, des posts hyper précis qui sont toujours la même forme, comme tu disais, avec une petite phrase d'accroche où il y a une faute d'orthographe dedans, et ensuite détailler l'erreur, d'où elle vient, et puis la correction, quoi. Comment t'en es arrivé à là finalement? Je me rappelle plus précisément vraiment ce qui s'était fait dans ma tête à ce moment-là, mais en fait mon premier post justement sur l'orthographe n'était pas du tout présenté comme aujourd'hui. Je crois que j'avais juste commencé en mettant entre crochets stipulé ou disposé et écrit en majuscule en plus pour attirer l'attention parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Et en fait, je crois que mon premier vraiment post qui ressemble à ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'était pas du tout un post sur l'orthographe, c'était mon premier buzz, c'était sur oui, c'était une personne en fait qui m'avait contacté, que je connaissais de Facebook et pour qui j'avais fait des corrections gratuites quand j'étais étudiante pour lui rendre service parce que c'était un ami d'une amie et qui m'a contacté pour que je continue de corriger gratuitement pour lui alors que j'étais déjà lancée en freelance, que je l'avais mis sur Facebook, donc il était censé quand même le savoir. Et j'étais indignée et j'avais fait un post du coup pour raconter ça et puis pour donner un peu mes conseils, comment réagir dans ces cas-là et ne pas se laisser faire, en fait, ne pas faire de travail gratuit juste parce qu'on l'a fait une fois, il ne faut pas se sentir obligé. Enfin, voilà, j'avais donné des petits conseils et j'avais fait avec la phrase d'accroche, justement, entre guillemets, parce que je m'étais dit, c'était entre guillemets, je sais plus, est-ce que je peux te demander un service? Je crois que c'était ça. Et je me suis dit, ouais, c'était un peu comme ça, la phrase d'accroche de son message. Et tout de suite, je m'étais dit, ça sent mauvais, je pense qu'il va me demander un truc qui ne va pas me plaire. Et en fait, je pense que ça a beaucoup plu aux gens, justement, d'avoir cette phrase d'accroche un peu mystérieuse. On s'attend quand même à quelque chose de bizarre. Et comme ça a vraiment très bien marché, je crois que j'avais fait 100 000 vues pour celui-là. C'était vraiment mon premier buzz. Enfin, j'ai passé la journée entière à répondre à tous les commentaires. J'étais immergée, je m'y attendais pas du tout, parce qu'avant, mes posts, ils faisaient, je sais pas, 1000, 2000 vues, quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, c'était à 100 000. Et du coup, je me suis dit, ça marche plutôt bien cette forme, donc j'ai continué de l'adopter. Et puis même pour les fautes, après, je me disais, ça peut être bien en fait de me mettre en situation, un peu en mode storytelling, justement, de raconter une histoire et si les gens ils accrochent un petit peu plus plutôt que de dire, voilà, je vais vous raconter telle règle d'orthographe.
Donc finalement, en fait, si je lis un peu entre les lignes de ce que tu me dis, c'est avec le temps et l'expérience que tu as réussi à trouver ton format, quoi. C'est en essayant différentes choses et puis un peu en analysant aussi les résultats et en me disant qu'est-ce qui a bien marché dans ce poste et que je peux réutiliser pour les suivants, C'est etc., ça. quoi. Est-ce Ouais, que... quand il y avait des choses qui marchaient pas, bah, je refaisais plus la même erreur, en fait. C'est vraiment, je sais que j'avais remarqué qu'il y avait certains postes où vraiment c'était très factuel, où il n'y avait pas trop d'histoire, pas trop de blagues, justement, ça marchait beaucoup moins. Donc, Ouais. c'est bien. Et j'ai remarqué, c'est aussi pour ça, au début, je me qualifiais tout le temps de rageuse. Enfin, je le suis toujours un peu. Et les gens aiment bien justement s'indigner, j'ai l'impression. Et c'est quand il y a un peu d'injustice dans les posts. Et mon post qui a le mieux marché, il a fait 300 000 vues, enfin un petit peu plus même. Et c'était sur le mot espace en typographie qui est au féminin. Et je l'avais mis en situation, en fait, c'était vraiment arrivé, parce que la plupart de mes posts, d'ailleurs, sont tirés d'histoires vraies. C'était un client qui m'avait dit ah, mais c'est inadmissible, vous mettez espace avec un S, alors que c'est marqué sans espace, il ne devrait pas y avoir de S. Enfin, c'était peut-être pas celui-là. Enfin, en tout cas, oui, j'avais vraiment fait un post vraiment en m'indignant, encore une fois, en mettant une situation indignante. Enfin, je crois pas que ça se dise, mais du coup, les gens... toi qui sais mieux que moi. Oui, non, ça se dit pas, mais bon, les gens étaient vraiment étaient indignés avec moi, en fait, et je pense que c'est ça aussi qui les engage, qui leur donne envie de continuer de suivre mes posts, d'en savoir un peu plus, de commenter, de réagir. Et bon, je fais pas des posts de rageuse à chaque fois, mais j'en fais quand même assez souvent parce que j'aime bien, et ça me fait rire. Mais pourquoi tu penses qu'ils marchent plus, en fait, que les autres, finalement, les posts de rageuse? Ben, je pense que justement, en littérature, j'avais constaté que l'indignation, vraiment, l'injustice, ça marchait très bien, ça accroche, parce qu'en fait, on veut savoir comment ça va se résoudre. On pose un problème dès le début, il y a une tension, et on a vraiment besoin de la résoudre. Et donc, je pense que ce genre de poste de rageuse, où je mets tout de suite, en fait, dans une situation inconfortable, on est au milieu d'un conflit, au milieu d'une injustice, on est en train de m'accuser d'avoir fait une faute que j'ai pas faite. Et je pense que du coup, on a envie de lire la suite parce qu'on veut savoir comment ça s'est résolu et quelle est la solution de ce problème. Et je pense que c'est assez efficace justement de faire ça. Mais il a fallu quand même du temps pour que je mette ça en place. Au début, mes posts n'étaient pas du tout comme ça. Ouais, il y a Sarah aussi qui dit les gens s'identifient. Et je pense qu'elle n'a pas complètement tort. Je pense qu'il y a de ça aussi, non? Oui, carrément. Je pense qu'ils savent, enfin tout le monde a vécu une injustice ou quelque chose de pas très agréable comme je raconte dans mes posts. Tout le monde a déjà vécu une situation similaire. Mon poste justement où on me demandait des corrections gratuites, je pense qu'en tant que freelance, surtout c'est arrivé à n'importe quel freelance d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit est-ce que tu peux faire ça gratuitement pour moi, je te ferai de la pub, ça va te payer en notoriété. Et je pense que forcément les gens ils doivent se reconnaître dans ce genre de propos. Autre question que j'ai vu un peu passer, il me semble, et que je me posais aussi sur en fait l'équilibre à trouver entre les postes promotionnels un peu et puis les autres. Parce que du coup, tu vois, genre, pour toi, dans ton cas, finalement, tu as un peu trouvé le filon parfait parce qu'en fait, chaque poste est un poste promotionnel indirectement, quoi. Genre, t'es pas directement en train de dire acheter mon truc, acheter un promo, etc. Mais c'est une démonstration de ton expertise et finalement, ça te promeut toi-même. Oui. Pour les gens qui ont une entreprise, tu vois, et qui, en fait, parlent de leurs produits à chaque fois, ça paraît pour des postes promotionnels. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là, en fait, finalement? Je pense qu'il faut pas faire des posts vraiment en mode voilà mon produit, achetez-le, il est vraiment exceptionnel, mais peut-être plutôt utiliser le storytelling comme Inès le disait dans son webinaire et mettre en situation les futurs clients avec ce produit ou avec le service, vraiment leur expliquer ce que ça peut leur apporter. Mais pas faire une pub vraiment intrusive, en fait, que ce post soit là pour présenter le produit ou le service, montrer quels sont ses avantages, mais qu'après, les personnes, en fait, achètent ou pas si elles sont intéressées, vraiment qu'elles ne se sentent pas obligées, piégées. L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de posts, beaucoup de publicités, beaucoup de contenus qui sont très... on dirait des pièges, justement. À la fin, c'est acheter, vous n'avez pas le choix parce que c'est génial ou quelque chose comme ça. Et je pense que montrer vraiment, comme moi avec mes posts, en fait, montrer ce qu'on peut apporter
par notre service ou par notre produit, mettre la personne en situation. Je pense que c'est plus efficace en fait, et ça va attirer des gens qui seront vraiment intéressés, qui auront vraiment besoin du produit ou du service. Et ce ne sera pas du coup des clients qui lâcheront en plein milieu de collaboration parce que finalement ça ne leur correspond pas, ou alors le produit ne leur correspondra pas et ils mettront un mauvais avis après sur Google, enfin quelque chose comme ça. Donc ouais, je pense que le monde permet vraiment d'avoir des personnes qualifiées et qui ont vraiment besoin de ce qu'on fait, et c'est beaucoup plus qualitatif. La collaboration se passe beaucoup mieux, je pense. Ouais, non mais bien sûr, en fait, il vaut mieux aller chercher du coup de la création de valeur pour le client plutôt que lui balancer un message qui ne l'intéresse pas forcément, quoi. Si je comprends bien. Ok, petite question, on va enchaîner un peu, petite question pratico-pratique. Niveau fréquence de poste, tu postes combien de fois par semaine, toi? Alors, avant, je postais 3 fois et maintenant, je poste 2 fois, le lundi et le vendredi. Pourquoi le lundi et le vendredi? Alors, c'est complètement au hasard au début. En fait, je faisais lundi, mercredi et vendredi. Et bon, j'avais pas trop réfléchi parce que je sais que tout le monde dit oui, il faut poster mardi, mercredi et jeudi. Moi, j'avais déjà choisi mes jours en fait, un peu comme ça arbitrairement. Et du coup, j'ai vu ça et je me suis dit, oh non, enfin, ça m'embête de changer. Et puis, 3 posts à la suite, vraiment mardi, mercredi, jeudi, ça fait un peu beaucoup. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien de laisser un jour en fait entre chaque. Et c'est comme ça que j'ai gardé ces jours. Et j'ai constaté que mes posts du lundi et du vendredi marchaient mieux que le mercredi, donc c'est pour ça que j'ai fait sauter le mercredi. Je le garde vraiment pour quand j'ai quelque chose à dire, ou là aujourd'hui, comme j'ai pas fait de post sur l'orthographe lundi, je me suis rattrapée, mais d'habitude c'est vraiment le lundi et le vendredi à 11h toujours. Ok, d'accord. Benoît qui demande quel est l'impact des liens vers un site externe intégré directement dans les posts. Alors, moi, je suis pas spécialiste LinkedIn, mais de ce qu'on m'avait dit, c'est pas très bon pour l'algorithme. Et c'est vrai que quand j'avais partagé mes articles, vraiment à mes tout débuts de LinkedIn, je partageais les derniers articles que j'avais écrits et j'avais 0 vue. Vraiment, personne ne les voyait, ça passait complètement inaperçu. Donc, il y a une technique qui dit qu'il faut publier son post sans le lien, et après modifier le post et rajouter le lien, et que là, du coup, ça fausse un peu les robots de LinkedIn, et du coup, ça passe. Et sinon, moi, ce que je fais, c'est que je les mets en commentaire. J'indique dans mon post, vous pouvez retrouver le lien en commentaire, et puis je mets en commentaire, justement, voici le lien. Et là, ça passe. Top. Simon qui demande, est-ce que l'hashtag a une importance? Oui, ça permet d'être bien référencé. Enfin, ça, c'est comme sur n'importe quel réseau social. Bon, après, moi, je suis pas spécialiste des réseaux sociaux, comme je l'ai dit, mais oui, non, ça permet justement de, s'il y a une personne, par exemple, moi, je mets les hashtags correction et orthographe, généralement. Du coup, si une personne cherche vraiment des posts sur l'orthographe, pas forcément les miens, au moins, ils seront quand même tous référencés au même endroit. Et il y a des personnes qui suivent des hashtags comme on suit des pages en fait sur LinkedIn et même sur les autres réseaux sociaux, je crois. Et aussi, ça peut être bien pour le personal branding. Moi, j'ai créé mon propre hashtag, donc hashtag Mélanie avec un Y. Et comme Pas ça, mal, d'ailleurs, j'aime bien. Merci. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, on m'avait conseillé ça quand je m'étais lancée. Ouais. On avait marre que les gens écrivent mal mon prénom, parce que toujours les gens l'écrivent avec E et non, c'est avec un Y. Mais du coup, au moins avec ce hashtag, tous mes posts, vraiment, sans exception, sont référencés au même endroit. Du coup, ça aide. Ouais, voilà, pour tout trouver au même endroit, c'est bien. Abdé Samad qui demande comment tu as géré le changement d'algorithme de visibilité sur LinkedIn. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que l'algorithme a changé en fait depuis quelques semaines. Et du coup, on remarque que les performances des gens sont un peu en chute libre en ce moment. Est-ce que toi, tu as vu une différence et comment tu t'es adapté? Justement, j'ai vu une différence pendant une semaine. Mes posts n'avaient plus du tout de visibilité par rapport à d'habitude. Vraiment, ça avait dégringolé. Et après, c'est revenu, même mieux qu'avant, en fait. J'ai fait à nouveau des gros buzz, donc je ne sais pas du tout. Enfin, j'avoue que je m'y connais pas du tout en algorithme et j'étais un peu perdue. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc non, pour le moment, j'ai pas d'impact vraiment négatif à noter. Là, cette semaine, c'est revenu. Ça se maintient comme d'habitude, quoi. Ma moyenne habituelle. Ouais, je pense qu'en fait, toi, tu as une communauté qui est tellement forte que du coup, tu vois, de toute façon, en fait, les gens, ils ont envie de voir quotidiennement tes posts et de voir quelle est la prochaine faute d'orthographe Oui. à ne pas rater, quoi. C'est ça.
Ok, une dernière question, et puis après on va passer aux exercices. Est-ce que tu as des petits tips pour booster l'engagement ou des erreurs à ne pas faire, tu vois, des petites Déjà, techniques, la plus grosse erreur, c'est de parler de soi, mais que parler de soi. Parce que des fois, moi, je raconte un peu une anecdote personnelle dans mes posts, mais c'est ce que j'avais compris justement avec les posts d'Alexandra Martel dont je parlais tout à l'heure. On peut parler de soi, mais il faut toujours qu'il y ait un message derrière, qu'on ait vraiment une leçon à transmettre, quelque chose à apprendre, ou même une règle d'orthographe à apprendre avec une histoire personnelle. Et l'ennui, c'est que je vois beaucoup de posts, des fois, c'est moi je. En fait, pendant tout le long, la personne, elle va juste raconter sa vie. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais à la fin, il y a rien, en fait. On est là, OK, mais là, en fait, tu viens de faire ta biographie, mais il n'y a pas de message, enfin, ouais, il y a rien, j'ai rien appris, en fait, qui pourrait m'être utile à moi. En fait, il faut apprendre quelque chose qui va être utile à la personne, il faut lui donner quelque chose. Je vois le message d'Inès, ça me fait rire. Oui, enfin, je pense que c'est très important vraiment de transmettre quelque chose, transmettre de la valeur, donner de la valeur. Après, pour la forme, vraiment, je pense que c'est pas mal de commencer par une phrase d'accroche percutante, pas forcément comme moi je fais une citation, mais vraiment quelque chose qui va interroger, intriguer. On va lire la première phrase et on va se dire, bah tiens, c'est bizarre, j'ai envie d'en savoir plus. Enfin, pourquoi est-ce qu'il ou elle a mis ça? Donc vraiment quelque chose de percutant, mais ça c'est pour tous les contenus. Enfin, une vidéo YouTube, il faut la commencer quand même par quelque chose d'impactant. Il faut je sais pas, quand on écrit un article aussi, il faut une phrase d'accroche percutante, même un mémoire, un commentaire de texte. C'est bien d'avoir une phrase d'accroche vraiment qui intrigue et qui donne envie de lire la suite, un roman aussi. Et après, pour vraiment susciter l'engagement, je pense que c'est pas mal de terminer par une question. Donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, est-ce que ça vous est arrivé? Et vous, est-ce que vous avez des exemples? Quelque chose comme ça. Et ça donne envie en fait aux gens de s'impliquer parce que ils se sentent concernés. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais. Les call to action à la fin, c'est toujours recommandé. Bah oui, toujours. Écoutez, je pense qu'on va passer du coup au petit cas pratique parce qu'il est déjà 14h10 et le temps passe vite. Du coup, c'est maintenant qu'il faut mettre vos liens. Alors voilà, faites exactement comme Véronique Souchon, postez directement le lien du post que vous voulez qu'on regarde. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Et du coup, Mélanie, je te laisse choisir. Là, il y en a déjà quelques-uns qui sont portés volontaires. Alors, on va le faire avec le mien. Mais alors, en attendant que je fasse ça, je vais te poser une dernière question. Comme ça, le temps que j'allais chercher, en fait, j'avais vu une question. Ah oui, c'était est-ce qu'il vaut mieux poster sur sa page pro, enfin, tu sais, la page d'entreprise ou la page perso? Alors moi, j'ai pas de page pro, mais j'avais entendu dire que justement les pages d'entreprise généralement marchaient moins bien au niveau de l'engagement. Bon, après, je sais pas si c'est une généralité, il y a sûrement des pages qui marchent très bien, mais parce que, enfin, moi, j'avais lu en tout cas que les gens avaient besoin de s'identifier vraiment à une personne, en fait, savoir que c'est une personne qui leur parle et pas quelqu'un de noyé dans une entreprise, parce que même si des fois une page entreprise n'a qu'une seule personne qui se cache dans les coulisses, les gens aiment bien voir justement une photo de profil avec la tête de quelqu'un. Donc, je pense que c'est mieux de poster vraiment avec un profil personnel, montrer vraiment ce qu'on fait personnellement. Après, rien n'empêche d'avoir les deux et de relayer les posts d'une page à l'autre. Après, je ne connais pas trop parce que j'en ai pas de pages comme ça. Est-ce que tu vois mon écran là? Ouais, c'est bon. Top. Alors, je te laisse lire peut-être rapidement pour voir si tu n'as pas des conseils déjà là sur la mise en forme. La mise en forme me paraît bien parce que c'est aéré justement. Il faut pas, enfin, vaut mieux éviter les posts vraiment gros pâtés où vraiment on a un gros bloc de texte et enfin, ça donne pas du tout envie de lire. Donc là, déjà dès la première phrase, c'est aéré, donc ça invite à la lecture. En plus, il y a des petits smileys, mais il y en a pas trop parce que des fois il y a aussi une avalanche d'émojis, mais là non, il y en a avec parcimonie. Donc déjà visuellement, c'est très bien. Oui, bah, ça me paraît justement très, enfin, dans ce qu'on disait justement par rapport à l'inbound marketing, on voit justement qu'il y a une phrase d'accroche.
Et c'est pas une phrase d'accroche moi-je, justement. Il y a le on rencontre, plus on rencontre de difficultés. Et c'est pas mal parce que tout de suite, ça inclut vraiment le lecteur qui va. Oui, on a tous rencontré des difficultés, c'est quelque chose d'universel. Donc, je pense que tout de suite, en fait, on se sent concerné. Et ça, c'est important, justement, que les gens qui lisent se sentent concernés, parce que s'ils se sentent concernés, ils vont pas continuer de lire, justement. Et sur LinkedIn, c'est important parce qu'en plus, comme tout le monde ici le sait, dans le fil d'actualité, on voit que 1, 2, 3 lignes, pas plus. Et il faut cliquer sur voir plus pour voir la suite du post. Et là, du coup, c'est vrai que ce genre de phrase d'accroche, ça donne envie d'en savoir plus. On s'interroge sur ce qui va être raconté. Après, il y a du storytelling, donc je trouve que c'est pas mal justement de raconter une expérience personnelle. Mais après, pour justement venir sur une conclusion qui va plutôt intégrer les autres et qui va justement, vous avez vécu une situation comme moi, justement, ça peut vous intéresser. Et ça, je trouve que c'est très, très bien en inbound, justement, de faire un cas pratique, en fait, avec une expérience personnelle ou même l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une preuve de ce qu'on est en train de raconter. En tout cas, ce post, j'ai rien à dire de négatif. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En tout cas, ça respecte. On va prendre un autre exemple, alors, peut-être, pour... Hop, Angélique. Oh, on est tombé que sur des posts super longs. Désolée, Mélanie. C'est pas grave, tout le monde a mis des caractères. Alors déjà, visuellement, c'est pas mal aussi, hein, c'est très aéré. Il y a juste quelques emojis avec parcimonie. Moi, justement, j'aime bien ce côté pour les listes, justement, avec un emoji au début de chaque liste. C'est ce que je fais généralement pour les règles d'orthographe, avec une flèche ou avec le doigt qui pointe comme ça. Après, peut-être que la phrase d'accroche pourrait plus inclure les gens. Plutôt que là de commencer en disant justement, les gens peuvent se dire ça va être un post qui va parler que d'elle, ça m'intéresse pas. Donc peut-être poser une question vraiment, et vous, avez-vous trouvé votre calendrier de l'Avent dès le début, ou comment trouver un bon calendrier de l'Avent, quelque chose comme ça, vraiment une interrogation qui va donner envie de lire la suite, vraiment, qui va pousser les personnes à, comme je disais tout à l'heure, en fait, à se sentir concernées, et qui va leur donner envie de lire la suite. Bon, après, du coup, il y a le carrousel. Moi, je ne suis pas une spécialiste des carousels. Il faut demander à Sébastien ou à Christopher Piton. Mais après, non, il y a des interrogations. Justement, il y a aussi de la valeur avec des informations sur comment optimiser des fiches produits. Donc non, le post me semble vraiment bien, mais je pense que la phrase d'accroche pourrait être un petit peu plus optimisée en incluant un petit peu plus les personnes qui tomberaient dessus, pour leur donner encore plus envie vraiment de cliquer sur voir plus et de savoir ce qu'il y a dans ce post. Alors, en fait, c'est un peu la phrase d'accroche, c'est vraiment un teasing, en fait, c'est la bande-annonce, quoi, on va dire, par rapport à un film. C'est censé donner envie vraiment de lire, et il faut que ce soit quelque chose un peu de mystérieux. Hop, on va prendre un dernier, peut-être. Là, je vois... Alors, j'essaie de trouver celui qui est... Je ne sais pas si Alexis, c'est celui qu'on a déjà pris. Non, je ne pense pas. Non. Et sinon, je pensais aussi à compléter ce que tu disais, oui, que sur la phrase d'accroche, en fait, c'est peut-être le truc le plus important à faire, finalement, parce que sinon, les gens, ils passent, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment je passe le plus de temps, vraiment trouver la bonne phrase d'accroche, parce que souvent, c'est tiré de vraies histoires, de conversations que j'ai eues, de situations que j'ai vécues ou que des gens que je connais ont vécues, mais j'essaye quand même toujours de les enjoliver un petit peu pour que ça intrigue vraiment, pour que ça accroche tout de suite l'attention, qu'on voit ça, on se dit, oula, qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore avec ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ouais, j'essaye toujours de modifier un peu. Ouais. Alors bon, encore une fois, visuellement, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce genre de post aéré. En plus, il y a des hashtags, donc c'est bien. À la fin, on voit qu'il y a un call to action. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus tourné sous forme de questions, pour que vraiment les personnes se sentent
se sentent encore plus concernés, parce que là, c'est vraiment plutôt genre, si vous avez un retour d'expérience, commentez, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de commenter. Alors que vraiment, en posant une question, et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre expérience? Les personnes qui n'ont pas vécu cette expérience, elles passeront, certes, mais j'ai l'impression qu'une question est quand même plus efficace, justement, pour que le maximum de personnes se sentent concernées. Vraiment, on engage la conversation, en fait, avec une question. C'est un échange qui commence. Donc, je pense que c'est pas mal pour encourager les gens à commenter. Après, bon, là, il n'y a pas vraiment de phrase d'accroche. C'est plus une annonce comme quoi c'est un article. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment bien, ce genre d'accroche. Peut-être quand même qu'une phrase un petit peu plus, justement, intrigante, qui pourrait résumer justement ce qui va être raconté dans le post, en fait. Poser vraiment une question. Justement, là, je vois que c'est sur l'esthétisme, donc poser une question sur quelle est votre perception de l'esthétisme. Enfin, là, c'est très mal formulé, hein, mais quelle est votre perception de l'esthétisme d'un site ou quelque chose comme ça, pour que les gens se posent la question en fait eux-mêmes en la lisant, genre ah mais oui, tiens, c'est vrai. Et après, ils vont lire le post et ça va leur donner la réponse. Et ça va leur donner aussi envie de poser des questions, de partager leur expérience. Donc vraiment, ouais, une phrase d'accroche question, je trouve que ce serait pas mal pour ce genre de sujet. Top. Je pense qu'on peut arrêter là. Mmh. Alors, stop sharing, c'est ici. Voilà. On est à nouveau toutes les deux. Il est 14h20. On a dépassé un petit peu sur le temps de webinar, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Mélanie, à ce webinaire. Franchement, c'était top. Moi, j'ai adoré échanger avec toi. Merci de m'avoir invité. Ouais, au plaisir, franchement. Pour ceux qui sont encore ici, je vous le dis en avant-première, que dans 2 semaines, du coup, le prochain webinaire, ça sera avec Christopher Piton. C'est drôle que tu en parlais justement des carousels. Oui. Et c'est le sujet dont on va parler. Donc voilà, pour ceux qui sont à fond sur les carousels, LinkedIn, et qui connaissent Christopher Piton, qui vient de lancer son livre en plus sur LinkedIn, ça sera dans 2 semaines. Donc voilà, moi je suis super excitée. Acheter son livre. Ouais, franchement, j'hésite. Ça a l'air assez cool son livre. Mais voilà, j'ai juste envie de finir avec un petit mot de la fin. Le mien, c'est à plus tard dans le webinar. Et j'aimerais bien que tu complètes ma phrase, Mélanie. À plus tard dans le car. Top. Allez, salut. À bientôt.